Rendez-vous de Surface de Vérité, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. L'invitée du jour, elle est citoyenne togolaise, citoyenne africaine tout court. C'est une figure du leadership féminin en Afrique, une actrice du développement. Elle est juriste, experte en gestion de projets, enseignante, formatrice et présidente de l'Association des femmes chrétiennes unies dans l'action. Madame Kayi Dogbe est dans le fauteuil blanc pour sa part de vérité sur l'Afrique, ses femmes, sa jeunesse et son développement. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans ce fauteuil blanc, Madame. Merci beaucoup. Alors, vous êtes au Burkina, on le sait, dans le cadre justement de la finale du championnat national de débat oratoire en tant qu'invité d'honneur et président de jury. Comment vous avez apprécié cette initiative-là de cette jeunesse burkinabé? C'est une activité louable dans le sens qu'aujourd'hui, nous devons léguer ce qu'il y a de meilleur en nous pour que la jeunesse africaine puisse valablement prendre les rênes de cette Afrique. Et c'est réellement avec un plaisir que j'ai assisté hier à un spectacle époustouflant, un spectacle de haut vol, un spectacle de haute facture. J'ai été agréablement surprise par la qualité de réflexion de nos jeunes. Je crois que c'est une initiative qui est à appuyer et qui est à étendre dans les autres pays d'Afrique. C'est cela aussi, la formation de l'élite de demain. Le leadership, ça s'apprend par là aussi, la prise de parole en public, la capacité à produire un discours. Oui, absolument. C'est hyper important parce que tout se résume à la parole. Et tout se résume à la parole. Ce monde même a été fait par la parole. Elle a été créée par la parole. Il y a la puissance de la parole, il y a le pouvoir de la parole. Et lorsqu'on a des idées qu'on veut faire passer et on n'a pas l'assurance de tenir devant un monde pour le faire, déjà c'est un handicap hyper embêtant. Donc, la prise de parole, le droit à la parole, oui. Justement, c'est aussi le défi pour l'Afrique dans le Conseil des Nations, c'est savoir prendre la parole et défendre notre continent. Défendre le continent en toute courtoisie, savoir choisir ses mots. C'est ça aussi la formation à l'art oratoire, savoir convaincre. Avec toutes les subtilités. Avec toutes les subtilités de la langue. Voilà, c'est hyper important aujourd'hui. Très important. Alors, vous avez été désignée meilleure femme leader au Togo Top Impact 2021, c'est bien ça? Oui. C'est quand même la preuve d'un engagement qui impacte. Oui, souvent on travaille et on ne se rend pas compte que les autres nous regardent. Et un beau matin, on vous dit que vous êtes sélectionné parmi une brochette de femmes actives togolaises pour prétendre à une distinction. Et c'est là où on se rend compte véritablement que ce que nous faisons, les gens regardent. Et c'est une grande responsabilité sur nos épaules parce que au-delà du prix, il faut pouvoir tenir le cap, il faut pouvoir rester le modèle. Rester le modèle et il faut pouvoir faire plus. Et emballer les autres surtout. Et emballer, impacter les autres, influencer positivement tout ce qui nous entoure. C'est un enjeu majeur. Sur la condition féminine, justement, en Afrique, le discours qui revient parfois, je dirais même souvent, sur certains féministes, c'est le problème. C'est que le problème, c'est les autres. Quelque part, on a tendance à rejeter sa responsabilité, parfois en tant que femme, dans cette quête de leadership et d'engagement. Ma position, elle est très tranchée. Le problème est toujours interne avant d'être externe. Il y a les deux poids. Parce que pour prétendre à un certain leadership, pour prétendre emballer les autres avec soi, il faut s'en donner les armes, il faut s'en donner les moyens, il faut s'en donner les outils. Et c'est quoi ces outils? C'est le travail. C'est le travail, c'est l'abnégation, c'est la détermination,
c'est l'intelligence émotive. On en parle beaucoup aujourd'hui, l'intelligence collective et tout ça là. C'est un beau cocktail qu'il faut autour de soi, l'honnêteté, cultiver les valeurs, nos valeurs nobles, les valeurs qui sont le soubassement de nos sociétés africaines. Mais si vous restez dans votre chambre ou bien vous restez dans votre coin et vous voulez que quelqu'un vienne vous céder une part de son pouvoir, ça s'arrache. Ça va être très compliqué. Donc l'éducation, l'éducation, l'éducation. Parce que l'éducation ouvre les yeux à la lumière, ouvre les yeux à la connaissance et on peut, par la connaissance, défendre ses droits, défendre le droit de tous ceux qui nous entourent. Donc l'éducation et la formation, c'est la clé. Et l'engagement, surtout à la base, accepter d'assumer, quitte à prendre des coups. Malheureusement, beaucoup de femmes ont peur de cela, on n'a pas la carapace pour supporter les coups. Oui, les coups, ça pleut de partout. Et des fois, on en reçoit qui vous abat à terre. Mais on va puiser au fond de nous, on va puiser dans notre foi en Dieu, dans notre foi à ce comité restreint qui croit encore en nous pour se relever et continuer la marche. Parce que au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est une mission de vie. C'est une mission de vie et si on s'arrête en si bon chemin, je crois qu'il y aura un goût d'inachevé et des frustrations jusqu'à la fin de nos jours. On n'a pas le choix, on s'est lancé et il faut le faire. Souvent, ces coups viennent des incompréhensions. Lorsque vous voyez quelqu'un qui se met devant, qui fait le don de soi, qui donne sans chercher à en recevoir en retour, on dit c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Comment est-ce que cette personne donne autant et ne veut pas? Il y a un agenda caché. Parce que les gens ne sont pas habitués à donner sans intérêt. Donc ça, c'est un nouveau schéma que les gens ne comprennent pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle va où? Est-ce qu'elle ne cherche pas un poste ministériel? Est-ce qu'elle ne veut pas faire de la politique? Parce que c'est ça aussi notre schéma dans nos sociétés africaines. Lorsqu'on voit quelqu'un qui se positionne, qui commence par faire des actions humanitaires, qui commence à donner, à se mettre en avant dans les médias, tout de suite, on pense qu'il est en train de rassembler son électorat. Oui. Alors qu'au-delà, promotion avec des perspectives électoralistes. Des perspectives électoralistes. Et souvent, ces personnes, lorsqu'elles arrivent à leur fin silence radio, tout s'écroule autour d'eux, ils se concentrent sur eux-mêmes et sur leur parcours personnel. Alors que si c'est une mission de vie, quels que soient les obstacles, on veut aller de l'avant parce qu'on a une vision que les gens ne comprennent pas forcément. C'est ça le leader, avoir une vision claire et être focus sur cette vision. Et don de soi. Parce que si vous n'avez pas de vision, comment est-ce que vous voulez que les gens vous suivent? Oui. Vous-même, vous ne savez pas où vous allez, mais qui va vous suivre? C'est cela le leadership éclairé. Faire en sorte que justement, mais avoir la vision et amener les autres à vous accompagner, à vous suivre dans cette vision pour impacter justement votre société. Pour impacter, pour transformer, pour changer. Parce qu'aujourd'hui aussi, on a besoin de ce leadership transformationnel pour que les mentalités puissent changer. Le gros du travail, c'est ça. On se plaint qu'il n'y a pas d'infrastructure en Afrique parce que nous sommes confortables avec ce que nous avons. Nous ne voulons pas aller au-delà de nos réflexions pour penser à créer, à innover, à inventer, au-delà de tout ce que nous avons comme facteurs financiers, enjeux financiers. Il y a aussi cet enjeu de l'innovation qui est aujourd'hui plus que d'actualité. Les technologies, aujourd'hui, nous savons que nous ne pouvons plus vivre. La fois passée, je lisais sur un panneau dans un pays européen, est-ce que dans les années à venir, dans les décennies à venir, nous allons épouser des robots?
J'ai trouvé ça mignon, j'ai souri, j'ai dit oui. Il faut qu'on se pose ces questions maintenant. Maintenant, oui, parce qu'il faut anticiper. C'est aussi cela le défaut en Afrique, c'est qu'on voit court. Et c'est parfois bien dommage, justement, parce que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse a besoin de repères. Et parfois, ce qu'on constate aussi, c'est qu'à la tête de nos États, on parle de ce leadership, encore une fois, on a ce problème d'homme d'État, ce leadership qui, effectivement, entraîne les autres. Oui, le problème qu'on a aujourd'hui pour notre jeunesse est pressée, mais de la mauvaise façon. Souvent, il y a une partie de la jeunesse qui pense que bon, nous pouvons nous prendre en charge. Votre schéma ne nous intéresse pas. C'est un vieux schéma, c'est des anciens. Nous, on veut un renouveau sans forcément dire ce qu'ils veulent exactement. Des fois, il nous arrive de leur demander « Qu'est-ce que vous-même vous voulez? Est-ce que vous savez ce que vous voulez réellement pour votre avenir ?» Et lorsque les gens disent la jeunesse, non, la jeunesse ce n'est pas l'avenir, mais c'est le présent, moi ça me fait sourire. Parce qu'il y a encore beaucoup, il y a énormément à faire avec cette jeunesse pour qu'ils puissent prendre les rênes demain. Il y a beaucoup à faire. On dit souvent dans nos sociétés qu'on tisse la nouvelle corde sur l'ancienne. Ouais. Aujourd'hui, on peine à transmettre notre héritage culturel. Nos mamans qui sont dans les champs, qui n'ont jamais été à l'école, sont marginalisées, c'est-à-dire que ce leadership devient un leadership d'exclusion, qui n'est pas inclusif parce qu'il y a une partie qui est laissée à elle-même. Il y a quand même des harmonies dans la vision du développement entre le monde rural et c'est ce que nous devons corriger aujourd'hui. Nous devons corriger aujourd'hui. C'est ce que les États africains font en privilégiant ou en faisant la promotion de l'éducation à la base. On va y arriver justement sur ces questions d'éducation. Comme vous l'avez dit, ça doit être la base, le socle pour aller justement loin. Et que dire du leadership féminin aujourd'hui dans votre pays, le Togo? Existe-t-il une masse critique de femmes à votre image justement en termes d'engagement? Il y en a énormément. Il y en a tellement. Et à chaque fois, chaque jour, j'en découvre de nouvelles. Déjà que les chefs de l'État a quand même fait un gros pas en nommant à la tête de l'exécutif une femme, à la tête du législatif. C'est vrai que ça, c'est à saluer. Hein? Oui, c'est une femme. Il y a beaucoup de femmes magistrates, beaucoup de femmes avocats. La présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et à l'unité nationale, c'est une femme, une grande femme de valeur, la directrice de la nationalité. Il y en a tellement qu'on ne peut pas les citer. Et aujourd'hui, je me dis, c'est un bon modèle pour nos sociétés. Mettre les femmes devant parce qu'il y a encore 10, 15, 20 ans, c'est compliqué. Et cette phrase que l'on dit oui, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Nous, on a fait de nos cuisines des bureaux. On cuisine et on travaille en même temps. En tout cas, belle vision. Justement, les femmes, les jeunes, on dit, hein, c'est l'essentiel du potentiel électoral dans nos pays. On la mobilise généralement pour voter, mais au rendez-vous du pouvoir de décision, malheureusement, ils sont peu représentés. Vous l'avez dit, c'est vrai qu'au Togo, il y a des efforts qui sont faits. Une femme chef du gouvernement, c'est un symbole quand même. Mais dans l'ensemble, pour ce qui est de nos États, c'est toujours un problème. C'est un problème parce que lorsqu'on parle de parité, on doit partir de quelque part. Est-ce qu'on avait fait un travail en amont pour qu'on ait cette parité de qualité? Est-ce qu'à l'école, est-ce que dans nos maisons, est-ce que nous avons privilégié
l'éducation des filles. Est-ce que nous n'avons pas envoyé les filles au champ en laissant les garçons étudier, en se disant que la fille va rejoindre une autre famille et ce sera une perte et que le garçon c'est lui qui tient la maison et que lui... C'est de plus en plus le contraire. Hein? Voilà, donc ça part de là. C'est pourquoi je parlais de changement de mentalité. Aujourd'hui, la fille, il y a des pilotes femmes, il y a des capitaines de vaisseaux, femmes et consorts. Nous devons donner la même place à la jeune fille dès le bas âge. Nous devons introduire dans nos curricula dès le bas âge tout ce qui est approche basée sur le genre. Nous devons casser les stéréotypes, les préjugés, les clichés qui font que les hommes, quand ils grandissent, qu'ils ne perçoivent plus les femmes comme leur jouet ou leur joujou, ou s'ils trouvent de l'argent un peu pour faire la dot, ça devient leur propriété. Le mariage, c'est un partenariat, c'est un contrat. Il faut que dès le bas âge, nous, parents, nous éduquions nos enfants, nos garçons à aller aussi à la cuisine avec les filles et à permettre à ces filles d'aller loin dans les études. Ça passe par la lutte contre le viol et les grossesses précoces. Et pour arriver là aussi, il faut que nous ayons le courage aujourd'hui d'éduquer sexuellement nos enfants, filles comme garçons. Nous allons éviter beaucoup de situations de viol. Éduquer et former, sensibiliser nos gardiens des us et coutumes pour pouvoir transformer leur mentalité, pour qu'ils puissent suivre ce changement. Parce que pour jouir d'une génération, ça prend entre 20 et 30 ans. Donc, c'est tout un processus. C'est tout un processus. De déconstruction et de construction à la fois. Et je crois que cette parité se mettra en place. Aujourd'hui, moi, je parle beaucoup plus de leadership de qualité. Surtout. Parce que, oui, les femmes auraient, mais il faut qu'elles soient compétentes. Oui. Et d'ailleurs, plus que les hommes, il ne faut pas mettre une femme... C'est tout ça qui fera le respect. C'est ça qui force le respect et c'est ça qui fera avancer notre Afrique. Si on met des femmes parce qu'on veut juste les mettre comme des tableaux de décoration sur les murs, on ne bougera pas d'un iota. Et ça, c'est très important. Ça suppose aussi que vous autres qui êtes déjà au devant de la scène puissent servir d'exemple, de repère pour les jeunes filles derrière, qui vous regardent, qui voudraient que vous restiez des modèles pour lesquels on pourrait s'identifier et justement aussi avoir le courage de franchir le pas, justement, pour y aller. La politique, ça vous tente? Non. Non? Non. Pourtant, c'est là aussi qu'on peut contribuer à changer la donne. Il y a plusieurs façons de faire de la politique. J'ai choisi la meilleure façon de le faire en apportant ma modeste contribution dans ma communauté. Mais il se trouve que dans ce sens-là, dans ce schéma, vous n'avez pas forcément le pouvoir de décision. Oui, ça viendra avec le temps. Il y a des lobbies, quand on voit dans les pays européens, les grands lobbies ne sont pas forcément politiques. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème en Afrique, ce leadership féminin? Malheureusement, quand il s'agit de faire le pas sur la scène politique, j'ai l'impression qu'il y a peu de femmes qui s'y aventurent. Pas que j'ai peur de faire de la politique, mais je me dis, est-ce que c'est par là que viendra la solution? Oui, mais quand il y aura une masse critique de femmes dans la politique, ça peut aider dans le pouvoir de décision à changer la donne. Pas forcément. Pas forcément. On peut influer sur le système du dehors. C'est-à-dire lorsqu'on se positionne comme leader, lorsqu'on veut changer des choses et que tout de suite on pense que oui, il faut que j'aille à la tête, il faut que je fasse de la politique. Déjà, on est en train de fausser les calculs. Parce que c'est une réflexion qui est basée sur l'intérêt. La politique ou bien des positions de décision s'offriront à nous tôt ou tard. Et à ce moment-là, nous aurons tout le loisir de nous asseoir et de voir si réellement ce sera impactant, ce sera bénéfique pour nos communautés. Si ce n'est pas bénéfique pour nos communautés, je ne
trouve pas ça une bonne décision de se lancer dans la politique pour se lancer ou bien parce que tous les leaders doivent se lancer en politique. Non, on suppose que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Donc, nous faisons déjà de la politique. Oui, la politique. Énormément, chaque citoyen de son niveau, quel qu'il soit, fait de la politique sans le savoir. Je suis parfaitement d'accord. Sans le savoir. Et ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est ça. Débattre de nos problèmes de société, ça relève de la politique. D'accord. On comprend bien. Alors, sur la question de l'autonomisation des femmes qui est votre combat, quels sont pour vous les leviers du leadership justement entrepreneurial des femmes et des jeunes justement en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, si on prend notre sous-région? Nous avons du chemin à faire. Parce que longtemps, nous avons dormi et nous attendons que d'autres créent, mais en vente, et nous, on se casse la tête pour aller acheter. Aujourd'hui, l'Afrique est très riche. L'Afrique a ses atouts et ses faiblesses. On a la population la plus jeune. Je crois une étude l'a dit, d'ici 2050, on sera plus nombreux que la Chine et l'Inde. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on fait de nos matières premières? Qu'est-ce qu'on fait de nos minerais, du coton, du café, du cacao qu'on produit? Il faut que nous pensions à aller à l'échelle. Il faut que nous pensions à transformer, à industrialiser l'Afrique pour que nous puissions consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Ça, c'est notre première indépendance. Aujourd'hui, si la Chine l'a fait, l'Afrique peut le faire. Dans l'union, dans la paix, dans la force de ses fils et de ses filles, on peut le faire. Là encore, ça demande du leadership au sommet pour pouvoir créer. Absolument, absolument. Il faut que nous puissions impulser aux jeunes cette nouvelle vision de changement. Il ne faut pas que les jeunes attendent que l'État leur donne le travail. L'État a beaucoup à faire. Il faut que nous-mêmes, on se prenne en charge. Et c'est avec bonheur que je vois aujourd'hui tout ce qui se fait en entrepreneuriat chez nous. Ça prend. Même les jeunes filles. L'État doit quand même structurer, organiser. L'État organise. Il y a beaucoup de structures comme le Fonds d'appui aux initiatives économiques de la jeunesse, par exemple le FAEJ, qui est très, très, très actif, qui finance, qui subventionne, qui accompagne les jeunes. Il y a aussi la qualité du financement, justement, des projets, la pertinence des projets, la qualité, justement, du financement. Tout ça aussi, ça compte. Oui, nous en avons débattu il y a 2 jours. L'État ne peut pas financer tous les jeunes. C'est impossible. L'État, ce n'est pas le financement, ce n'est pas de la communion où on va à l'église, on s'aligne pour prendre une portion de communion. Il faut aller chercher le financement. Il faut aller chercher le financement par le travail. L'État peut faciliter, l'État le fait. Au Togo, l'État offre 20% des marchés publics aux jeunes et aux femmes. Ça, c'est une bonne politique, par exemple. Oui, c'est une très bonne politique, sauf que les jeunes et les femmes ne suivent pas. Souvent, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le peu de moyens pour pouvoir honorer les engagements. Ça veut dire qu'au départ, ils se sont lancés sans vision, sans stratégie de financement. Je dis aux jeunes, vous ne pouvez pas attendre des banques tout le temps parce que les banques n'ont pas votre temps aussi. Les banques sont des commerçants. Mais comment on fait pour avoir le fonds de base? Il faut travailler. Il faut aller travailler et économiser de l'argent et injecter dans son business. Ça suppose quoi? Qu'on se fait employer ailleurs? Oui, on peut le faire. Moi, j'ai travaillé 26 ans avant de me mettre à mon compte aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est ce que je demande aux jeunes, mais si on a une vision, de la même façon qu'ils économisent pour acheter leur iPhone 13, 14 et consorts, c'est de cette même façon qu'il faut économiser pour se lancer. Et puis, il faut se lancer
petitement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'hypocrisie quelque part dans les politiques de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes? On dit on crée des fonds, on dit on finance, mais dans la réalité, je ne pense est-ce que pas. ça... Je ne pense pas, c'est sincère. Mais ce que les gens ne comprennent pas, le gros du travail, 80% du travail, doit provenir de l'intéressé. Le discours comme quoi, oui, les aînés ne nous tiennent pas la main, l'État s'en fout de nous et tout ça là, mais c'est des discours de losers. Oui, quand on dit, les gens disent oui, je veux bien entreprendre, mais je n'ai pas les moyens. Il faut commencer même si c'est le portefeuille au marché. C'est des hommes qui font le portefeuille. Est-ce que ce sont les animaux? Ce sont les hommes et ce qu'ils gagnent, c'est de l'argent. Il faut commencer. Vous connaissez la précarité aussi des emplois en Afrique. Vous travaillez combien de temps pour faire quelle économie, tout en sachant que déjà à côté vous avez des charges? Prenons par exemple un petit business où vous achetez des fruits et vous allez revendre, vous allez compartimenter et aller revendre dans les services. Vous prenez des fruits pour 10 000. Vous allez les compartimenter dans des baguettes pour faire les goûters ou les desserts dans les services. C'est-à-dire de petits services pour commencer. Maintenant, ceux qui ont les gros moyens, pour faire la politique de leurs moyens. Ça veut dire ne pas forcément chercher à commencer gros. À commencer gros, parce que vous allez vous casser les cheveux. Parce qu'effectivement, les jeunes aussi, quand ils ont le gros financement, dès le départ, tout de suite, on ne comprend pas toute la difficulté de l'entrepreneuriat. Et très vite, on se casse les dents. On se casse les dents et ce sont les dettes. Et ça aussi, c'est une autre facette de l'entrepreneuriat. Alors que si vous commencez petit et que vous vous cassez la gueule, c'est plus facile de vous relever. Si on vous accorde un gros financement et que vous ne vous en sortez pas, parce que les processus, souvent, c'est peut-être des fois à la 3e tentative qu'on trouve le bon filon et que ça prend. Et quand ça prend, tout le monde voit que ça marche. C'est là où tout le monde veut copier. Personne n'est au courant de toutes les défaites que vous avez eues auparavant, de tout ce que vous avez eu comme frustration, comme faiblesse. On pense que vous avez grandi d'un coup. Moi-même, j'en suis une preuve vivante. Les gens ne savent pas que je suis passé par des processus, par l'eau, par le feu. Oui. Il y a eu des échecs. Il y a eu énormément d'échecs. C'est des expériences. C'est des expériences qui vous forgent. Qui forcent le caractère et qui vous permettent d'avancer et qui vous permettent de vous tenir droit malgré tout ce que vous pouvez recevoir comme coup. Oui, je dis cela parce que pour en venir aussi à la formation des jeunes, parce que c'est effectivement l'autre défi, presque toutes les universités publiques aujourd'hui dans notre sous-région ont des difficultés, que ce soit au niveau des infrastructures, des ressources humaines et financières, pour offrir une formation de qualité aussi aux étudiants. Trop de charlatans aussi dans l'enseignement privé, ça se crée partout avec quel contenu de formation. Comment faire face à un tel défi pour permettre justement aux jeunes d'avoir de la formation en phase avec le marché de l'emploi ou les aptitudes professionnelles? Les réformes. Les réformes de l'éducation. Aujourd'hui, on fustige l'éducation publique, mais dans les sociétés, les diplômes qui viennent des universités publiques sont les plus plébiscités. Ça reste les références. Ça reste les références. Et moi, je suis un pur produit togolais. En termes d'éducation, de la maternelle jusqu'à l'université, je n'ai jamais étudié en Europe. Et je suis quand même devenu ce que je suis. Ça veut dire qu'il y a du bon. Et que les jeunes doivent arrêter de trop se divertir. Je crois que nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur les TikTok et consorts, et nous n'allons pas vers les bons contenus. Nos jeunes aujourd'hui, je crois qu'il y a un problème de stimulation. Il y a un vrai enjeu de stimulation à leur injecter. C'est peut-être là aussi le défi pour les enseignants aussi. Le défi de la recherche. Susciter
chez ces jeunes le défi d'aller découvrir. Ils préfèrent s'asseoir pour regarder des contenus illicites à longueur de journée. Après, c'est pour se lever pour dire j'ai fait. Qui va aller chercher son argent sous la pluie, sous le soleil pour venir te donner parce que tu es jeune? On s'en fout du moment où vous commencez et vous atteignez la majorité, vous vous lancez. La preuve, nous, quand on a commencé à travailler, c'est fini. Personne ne nous donne plus un rond. On considère que vous êtes maintenant une femme accomplie, autonome, et c'est à vous qu'on demande. On commence à vous demander de participer aux frais funéraires dans les réunions de famille, de contribuer aux charges. Malheureusement, vous avez des jeunes aujourd'hui qui sortent de nos universités avec des licences, des masters, mais qui continuent de compter sur la famille, sur la société, parce qu'on vous dit j'ai un diplôme mais j'ai du mal à trouver du travail. Il faut commuer ce diplôme, parce que ce n'est pas tout le monde qui a été à l'université qui va travailler dans la fonction publique. L'État ne pourra pas. Et ça, je crois que nous l'avons compris. C'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Chez nous, au Togo, il y a une jeune dame qui a mis en place une entreprise de desserts, de fruits et de yaourts, qui aujourd'hui livre Dakar, livre le Ghana. Ah oui. Elle a commencé petit. Et moi, dans mes activités, je la sollicite souvent. Ce sont des modèles comme ça qu'il faut présenter aux jeunes étudiants aussi. Parce que je dis cela parce que j'ai l'impression aussi que autant il faut, dans les réformes, c'est aussi ceux-là qui transmettent le savoir, les enseignants, qu'on doit aussi travailler à formater. J'ai l'impression que les enseignants aussi, pour beaucoup, ont fait des universités européennes avec des connaissances véritablement théoriques, qu'on vient, on passe à la jeunesse sans véritablement contextualiser aussi ou présenter les bons modèles. Peut-être qu'il faut que nos universités s'ouvrent davantage aux professionnels. Vous parlez de cette dame par exemple, qu'on lui permette d'enseigner à l'université, de partager ses expériences avec les jeunes. Oui, c'est vrai que nos universités sont restées sur les classiques. Maths, physique, faculté de droit, faculté de lettres. Quoique aujourd'hui, certains dirigeants, les autorités universitaires veulent même chercher à fermer certaines facultés filières, les facultés d'allemand, d'anglais. L'anglais doit être une langue qui doit accompagner dans la vie. Ça ne doit pas être forcément quelque chose qu'on doit apprendre, une formation soutenue jusqu'au doctorat. Je pense que c'est aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, oui. Mais aujourd'hui, c'est une perte de temps parce que après, on peut l'apprendre parallèlement. On peut l'apprendre parallèlement et l'utiliser pour avancer. Donc c'est vrai, aujourd'hui, nos universités doivent chercher à ouvrir des filières sur l'agriculture. Comment évoluer dans l'agriculture. Et de façon industrielle, je ne parle pas de l'agriculture à la houe. Ça, on a dépassé ça. C'est vrai que de plus en plus aussi, on parle de ces centres universitaires spécialisés. Au Burkina, par exemple, en fonction des régions, on essaie de mettre des universités en cohérence avec les potentialités économiques de la localité. Mais là encore, on reste dans la théorie. Les étudiants sortent, au lieu de rester dans ce domaine-là, parfois, on est encore en train de taper à la porte de la fonction publique. Oui, c'est ça le changement de mentalité. En France, par exemple, les agriculteurs sont très riches. Mais ici, on ne veut pas mettre la main dans le cambouis. Nous tous, on veut rester aristocrates, chemise, cravate, tailleur. On veut tenir la sacoche pour aller au bureau. Alors que l'argent ailleurs, pourquoi est-ce que tout le monde dit que l'Afrique est vierge? Les Indiens se ruent en Afrique, les Chinois, les Pakistanais, ils sont pleins en Afrique. C'est parce qu'il y a de la valeur ici à transformer en richesse. Mais que nous-mêmes, nous n'avons pas encore ouvert les yeux. Et même si nous commençons à nous réveiller, il y a cette petite peur de l'échec. Il y a cette petite peur d'être la risée
des gens lorsqu'on échoue. C'est vrai qu'en Afrique, on se moque très facilement d'un petit échec. Ah, il s'est cogné la tête, il s'est cogné le nez. On aime voir l'autre échouer, malheureusement. On aime voir l'autre échouer, mais quand la personne, les gens qui sont là, qui sont en train de rire, ils sont toujours là et cette personne qui a échoué se relève et les dépasse. Et c'est là que les frustrations commencent. Mais on a fréquenté ensemble. On était ensemble tout le temps. Il a réussi et il ne veut pas nous donner. Mais on ne cherche pas à comprendre. Parce que la réussite, elle est d'abord personnelle avant d'être collective. On ne comprend pas. La fois passée dans une conférence, je disais que des fois vous nous demandez des choses que nous-mêmes on est toujours en train de chercher. Mais parce que vous n'êtes pas au courant de nos réalités aussi, de ce que nous vivons comme frustration. Vous nous demandez de vous ouvrir une porte alors que nous-mêmes nous sommes à la porte, nous sommes en train de taper. Parfois la jeunesse a l'impression que ceux qui ont réussi l'ont eu très facilement aussi. L'ont eu facilement et puis la réussite elle est relative. Moi je ne dirais pas que j'ai réussi, je suis sur le chemin de la réussite parce que si je dis que j'ai réussi, ça veut dire que je suis à l'acmé et que je dois... Il n'y a plus de défis. Il n'y a plus de défis. Alors que le défi c'est jusqu'à la tombe. C'est le jour où vous ne serez plus de ce monde et ce que vous auriez laissé continue d'impacter les générations futures. C'est là où on peut dire qu'on a réussi. Oui. En tout cas, du travail à faire, mais je voudrais aussi qu'on parle de cette diaspora africaine dans certains pays développés qui ont développé aussi un savoir-faire, une expertise, mais j'ai l'impression que l'Afrique exploite peu sa diaspora. L'Afrique exploite peu sa diaspora. Est-ce que la diaspora même veut se laisser exploiter? Parce que l'Occident et l'Afrique, c'est diamétralement opposé. Ce n'est pas les mêmes processus, même l'école, ce n'est pas la même chose. Et souvent, quand la diaspora a évolué dans ce domaine longtemps, ils ont du mal à s'acclimater en Afrique. Ils ont du mal à revenir à notre environnement africain parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, nous avons notre environnement africain. Et lorsque nous tirons à balles réelles sur l'Afrique en disant oui, on ne veut pas se développer et tout, et que je dis Paris ne sait pas faire en un jour, les gens se moquent de moi, mais il ne faut pas oublier que l'Afrique a traversé plusieurs épreuves, à commencer par l'esclavage. Après l'esclavage, il y a eu la colonisation. L'Afrique n'a jamais eu de répit pour se retrouver et penser à elle. Et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une excuse trop facile? Ce n'est pas une excuse parce que d'autres pays ont vécu les mêmes réalités, vous l'avez dit, qui ont réussi quand même à s'affranchir et à créer le développement. Oui, les stigmates sont là. C'est pourquoi je dis qu'il faut aller soigner de l'intérieur. Il y a des mentalités qu'il faut soigner. Des fois, nous sommes aussi victimes de nos réussites et de nos échecs. Des fois, nous ne voulons pas changer parce que nous sommes dans notre confort. Quand il y a des lois pour redresser des situations données, les gens commencent par sortir dans la rue pour protester au nom d'une liberté d'expression, au nom des droits de l'homme. Mais on n'aime pas les réformes, malheureusement. On n'aime pas les réformes. Mais aucune société ne peut se développer sans sacrifice. Il faut que nous, citoyens, il faut casser les œufs. Lorsqu'on veut faire une belle avenue, grande avenue, qui peut aller, où les voitures peuvent rouler jusqu'à 4-6 rangées, il faut casser des maisons. Il faut que ces habitants acceptent qu'on casse leurs maisons, qu'on les dédommage autant qu'on peut. Mais si tout le monde dit non, je reste dans ma petite concession, il n'y aura pas de boulevard. Très conservateur, hein? Très conservateur. Les Africains sont très conservateurs. Et lorsqu'on sort une loi, tout le monde pense à lui. On ne pense pas intérêt général. Ouais. Et ça, c'est nous. Ce n'est plus l'Afrique ou ce n'est plus les dirigeants. Mais c'est nous en tant que ça se trouve malheureusement qu'on n'a pas toujours les leaders
qui acceptent de prendre les coups, quitte à perdre leur poste aux prochaines élections. On a peur de l'électorat et du coup, on cède facilement. C'est vrai qu'il y a des leaders qui prennent des coups, il y en a qui ne veulent pas en prendre. Et ceux qui ne veulent pas en prendre, ce ne sont pas des leaders. Un leader doit accepter de prendre des coups, un leader doit accepter de prendre des risques. Des coups. Quand bien même nous sommes des humains et les coups font mal, on essaie de ne pas en prendre beaucoup. Mais quand ça vaut le coup, quand le jeu en vaut la chandelle, on prend le coup, mais après, on se fait... Les gens verront la pertinence. Le résultat et ils viennent encenser. Des fois, le leader, c'est ça. Il a une vision que les gens ne voient pas, que les gens ne suivent pas. Les gens ne suivent pas forcément la vision du leader, mais quand les résultats sont là, tout le monde commence par le glorifier. Tout à fait. Vous pensez quoi de l'exemple du Rwanda aujourd'hui, généralement pris comme un bel exemple, justement? Oui, je crois qu'on fait une belle publicité au Rwanda, mais laissons nos dirigeants aussi diriger. Lorsque tout le temps... Parce que les Rwandais ont laissé le dirigeant diriger, à votre avis. Mais le Rwanda aussi a eu une chance, c'est que lorsque le président est arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. La plupart des hommes ont été décimés dans le génocide, dans le drame, oui. Et lorsqu'on prend le modèle du Rwanda, que ils font la promotion de la femme, ils n'avaient que ça à l'époque. Et ça, il faut qu'on se l'avoue, ça a été un avantage, un atout majeur pour le Rwanda. Il y a des crises aujourd'hui, comme dit les crises, c'est des occasions d'opportunité. La crise en Ukraine, par exemple. On parle de la question du blé aujourd'hui, du gaz. L'Afrique a du potentiel. Mais est-ce qu'on profite de ces crises aussi pour nous organiser et puis véritablement aussi peser dans la balance dans ce contexte-là? On a vu récemment les autorités allemandes qui étaient à Dakar pour parler de gaz, de perspectives, parce que le Sénégal en produit. Mais est-ce que véritablement on est conscient de cela? On parlait du Rwanda, le président rwandais justement, qui a en perspective déjà la production du blé, il dégage justement à cette crise. Est-ce que toute l'Afrique, on est dans cette vision justement, anticiper, profiter des crises aussi, des chocs pour nous repositionner et compter? Au Togo, nous avons commencé, des entrepreneurs ont commencé à faire le pain à partir du soja, du manioc et autres. C'est aussi ça, on n'est pas obligé de manger le blé. Tout à fait. Le blé nous vient de le pain. Le pain est traditionnellement français. Et c'est un héritage de la colonisation. On peut le faire de 1000 manières. Tout à fait. Il y a Chef Bayala au Burkina ici, effectivement, qui expérimente aussi cette approche. Si on ne peut pas cultiver le blé, on peut cultiver autre chose. Il y a beaucoup d'aliments de substitution. Déjà, il faut qu'on arrive à aussi impulser cette identité culinaire, culturelle, et le promouvoir dans le monde. Comme on utilise les recettes européennes, il faut qu'on commence chez nous aussi de cette façon. Et lorsqu'on prend le textile africain, il est temps qu'on dépasse le tissage manuel, qu'on mette en place de vraies usines pour avoir des tissus pour faire ce costume, des tissus pour faire avec de bonnes finitions. Avec de bonnes finitions. Sinon, on a beau promouvoir le textile africain, nous continuerons d'aller acheter en Inde. Les Chinois transformeront et nous ramèneront. Les Chinois transformeront, la Malaisie transformera et l'Autriche continuera de faire le bazin. En attendant, peut-être l'Union africaine, la suppression des frontières, pourquoi déjà au niveau sur-régional, on ne peut pas déjà expérimenter des choses? Il y a l'UEMOA par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser aussi les ressources?
par rapport au développement industriel, par exemple. Oui, ça revient à l'Afrique de Kadhafi, le rêve que Kadhafi avait pour l'Afrique. Mais pour arriver à ce niveau, il faut qu'on commence petit. Il faut qu'on arrive déjà à être unis dans nos pays d'abord. Il faut qu'on arrive à se taper dessus. On arrête de se taper dessus pour un oui ou pour un non. Et que lorsqu'on voit quelqu'un qui est en train de faire une ascension, qu'on ait le courage et l'honnêteté d'accompagner cette personne, au lieu de le voir à terre parce que ce n'est pas moi. Tout part de là d'abord. Et c'est lorsqu'on aura réussi cette union, cette unification dans nos pays, qu'on peut aller à l'échelle sous-régionale et pourquoi pas continentale. En tout cas, il faut espérer toujours. Alors, sur l'entrepreneuriat des jeunes, on parle, c'est la tendance, création de start-up, mais très peu de succès aussi, il faut le reconnaître. Comment expliquer tout ça, ce taux d'échec élevé? Au Burkina, par exemple, on a ce programme Burkina Start-up sur 5 ans qui devrait permettre de créer 100 start-up par an, mais au bilan, il y a peu qui résistent. Tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. C'est énormément beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses et il y a, je dirais, 60% d'engagement personnel. Si vous allez dans l'entrepreneuriat et vous voulez vendre des papayes, alors qu'il y a 1000 autres personnes dehors qui vendent des papayes, ça veut dire que la segmentation du marché même est éprouvée. Un marché déjà saturé. Saturé. Nous devons regarder autour de nous aujourd'hui, voir les besoins qui sont là. Et chacun dans son domaine doit pouvoir innover pour ça. Qu'est-ce que je peux faire? Si ce sont les motos, c'est les motos que je veux construire. Ou bien je veux fabriquer, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais en plus de ce qu'il y a déjà sur le marché? Si c'est un casque que je veux fabriquer, je vois sur le marché ce qu'il y a déjà. Comment est-ce que mon produit deviendra un produit innovant? Sinon, ça ne passera pas. L'État va injecter de l'argent, mais n'aura pas le retour. Tout est dans l'innovation. Tout est dans l'innovation aujourd'hui, tout est dans le digital, tout est dans les technologies. Et si on veut faire vraiment à échelle industrielle, on doit quitter le manuel. Et ça suppose aussi que l'État, dans sa politique de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, tienne compte aussi de la pertinence et du marché. Ah oui. Il ne faut pas donner de l'argent à tout le monde, si comme moi vous l'avez dit. Je donne mon exemple personnel. Mon groupe a lancé un programme d'autonomisation et d'innovation féminine qui a clôturé l'inscription hier. Hier nuit, j'essayais de jeter un coup d'œil sur les profils et sur les idées de projet. Il y a beaucoup qui ne passeront pas parce qu'il manque cette créativité que l'on voulait imprimer. Ces petits projets de rien du tout, on laisse ça aux femmes vulnérables, celles à qui on enseigne les petites activités génératrices de revenus pour leur permettre petit à petit d'atteindre l'autonomisation. Mais une jeune femme qui a fait des études, qui veut entreprendre, il faut que ça soit sérieux. Il faut que ça soit quelque chose de concret, quelque chose de bien pensé, pour que la personne qui décide d'accompagner soit fière d'en parler. Sois fier de dire oui, voilà, il y a cette femme. Chez nous aussi, il y a une femme qui fait la transformation de l'arachide. L'arachide, c'est un produit magnifique parce qu'on peut en tirer la pâte, on peut en faire de l'huile, on peut tirer de l'huile d'arachide. Et les gousses d'arachide peuvent servir à faire de l'énergie.
pour produire de l'énergie et utiliser. Il y en a qui font... Il y a une jeune dame qui fait le gingembre, qui fait la culture du gingembre, qui revend en gros. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça dépend de ce qu'on a comme vision. Parce que si votre vision, c'est de vendre des ananas et vous courez vendre des mangues parce que vous avez vu que l'autre est en train de percer. Malheureusement, c'est notre problème aussi. Hein. La tendance, c'est que quelqu'un commence, on se voit que le business est rentable, tout le monde s'y met. Tout le monde se rue là-bas et il coince la machine, ça ne devient plus fluide. Et ça dévalue aussi le produit. Parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Donc pas d'innovation, pas de particularité, d'originalité. On a peur d'entreprendre. On dit qu'il n'y a pas de moyens, mais en réalité, il y a cette peur. Pour être entrepreneur, il faut être un peu fou. Ouais. Oui, il faut être fou dans la tête. Dose de folie, les gens vont se moquer de vous. Les gens vont dire des choses, mais vous restez accroché à votre vision. Et être sûr que les échecs, il y en auront, mais c'est de savoir avoir le moral. Avoir le moral. Et à un moment donné, quand on a fini de pleurer, de pleurnicher, de se réveiller, de laver la figure et puis d'avancer. En tout cas, merci Madame Kayi Dogbé. Je rappelle que vous êtes juriste experte en gestion de projet, directrice générale de KD Group, qui fait dans l'expertise de la consultation, les conseils, justement. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc. Ce soir, on est déjà en fin d'émission. Plaisir partagé et merci pour cette opportunité et pour ce franc parler. Merci encore une fois pour tous ces éclairages, cet apport pour la jeunesse et pour les femmes africaines. Merci à vous qui nous avez suivis. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.